On approche de la fin d'émission et on va parler de fin du monde. Voilà, c'est tout à fait logique avec vous, Marcus Dupont-Bénard. Bonsoir. Dès que j'arrive, forcément. Bonsoir, François. Une fin du monde, mais une fin du monde en imaginant la ville après cette fin du monde. Et oui, je commence en jetant une affirmation. The Last of Us est politique. Vous avez sûrement entendu parler de cette œuvre. C'était le hit des séries télé du début d'année. Une œuvre HBO avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. La série est elle-même adaptée du jeu vidéo à succès du même nom. Alors, on est dans une Amérique post-apocalyptique qui s'est effondrée à la suite d'une pandémie zombie. La particularité, c'est que l'histoire est saisissante de bout en bout à travers un lien humain très fort. Joel est chargé d'escorter et de protéger une jeune ado de 14 ans, Ellie, à travers cette Amérique post-apocalyptique ultra dangereuse, car Ellie pourrait être la clé médicale de ce cauchemar. Et dans ce cauchemar, Marcus, que reste-t-il des villes ? Eh bien, le jeu comme la série sont fidèles à l'esthétique post-apo. Les villes sont abandonnées comme stoppées en plein élan. On a des bâtiments en ruine, les intérieurs des commerces et des habitations ne sont plus que vestiges de vie passée et d'une société passée. Les villes sont risquées d'ailleurs, le danger peut survenir de partout. Ce qui est intéressant avec The Last of Us, c'est qu'on adopte le format du road trip. Et en fait, c'est assez récurrent dans le genre post-apo. Les personnages sont en mouvement constant. On oppose en fait à l'effondrement des villes une forme de nouveau nomadisme. Post-apo pour post-apocalyptique, évidemment. Exactement. Malgré tout, dans les fictions post-apocalyptiques, la fin des grandes villes, telles qu'on les connaît, n'est pas la fin du collectif. Dans The Last of Us, il y a notamment une petite communauté entièrement autonome, Jackson. Voilà la description qui en est faite dans la série. Et donc, c'est toi qui commandes ici ? Non, il n'y a personne qui commande. Je fais partie du conseil, élu démocratiquement et au service des 300 personnes vivant ici, enfants inclus. Tout le monde y met du sien. On alterne les patrouilles, la cuisine, l'entretien, la chasse, les récoltes. Ce que vous voyez ici, la plantation, le bétail, on partage tout. Propriété collective. Ouais, en gros c'est du communisme. Non, rien à voir. C'est exactement ce qu'on est, une communauté. On est communistes. La fiction post-apocalyptique n'est pas une fiction apocalyptique. En réalité, le post-apo a cet instinct d'un monde d'après. Quand on en voit valser toutes les bases de notre société, comment vit-on ? C'est pour ça que j'affirmais en début de chronique que The Last of Us est politique. La notion de ville, c'est aussi celle de vie de la cité, de comment on s'organise pour donner du sens. Quand on parle de ville futuriste, on imagine souvent de grands buildings, toujours plus hauts, toujours plus gris, toujours plus technologiques, toujours plus smart. Mais la SF imagine aussi d'autres modes de vie, ce qui part, ce qui perdure et ce qui est créé de nouveau. Dans Station Eleven, le fameux roman post-apo d'Emily St. John Mandel, on suit une symphonie itinérante, où dans La ville peu de temps après, de Pat Murphy, on a des artistes qui reconstruisent une petite utopie après l'effondrement. Dans le road trip post-apo La Route, le récit est celui d'un père et de son fils très soudés. En fait, l'un des enseignements du post-apo, c'est un rappel que nous sommes les villes, que le fondement principal de l'humanité, c'est le collectif dont aucune forme n'est inéluctable.